Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Bonjour, je suis très heureux d'attaquer avec vous le 17e épisode de ce podcast consacré, je le rappelle, à une thématique particulière de cette campagne qui est l'accessibilité de la voirie et de l'espace public de nos villes aux personnes en situation de handicap. Cap sur l'accessibilité. À J-6 du premier tour des élections municipales, la campagne est particulièrement mouvementée à gauche où l'heure est à la distance avec la France insoumise. Motif, les déclarations jugées au mieux polémiques, au pire antisémites de son chef Jean-Luc Mélenchon lors des meetings de ses candidats à Lyon ou à Perpignan. S'il s'agit de l'affaire Epstein, je voulais dire Epstein, pardon, comme monsieur Glucksmann, pardon. À l'issue d'un bureau national tenu ce mardi 3 mars, le PS a fermé la porte à tout accord national avec les Insoumis. La clarification est enfin là, se réjouit-on à la tête du parti à la rose. Enfin, sauf là où certains candidats se refusent prudemment à insulter l'avenir qui se présentera à eux le 15 mars au soir, comme Johanna Roland, pourtant numéro 2 du PS, accusée de préparer les esprits à un accord avec les Insoumis. La situation n'est pas plus claire à Lyon où nous sommes aujourd'hui, où le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, est systématiquement donné perdant face à Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique lyonnais, soutenu par la droite et le centre. Troisième ville de France, capitale des Gaules, Lyon est célèbre pour avoir donné un empereur à Rome, un résistant à la France et le cinéma au monde, pour ne citer que cela. Cap sur l'accessibilité. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Mignona à Lyon. Pierre que je connais depuis quelques années. Salut Pierre. Bonjour Maxime, heureux de te recevoir chez moi. Pierre, 37 ans, non-voyant, depuis l'âge de 6 ans avec reste visuel. Je suis surtout un habitant lyonnais qui rencontre quelques problèmes d'accessibilité, plutôt dirons d'inaccessibilité, lors de mes activités personnelles au sein de cette belle ville de Lyon. Toi, tu es multi-engagé, c'est ça? Tu es dans toutes les associations de France et de Navarre? Non, mais je cherche à l'heure actuelle à m'impliquer au sein de ma cité par quelque moyen que ce soit. Alors j'ai écrit un email à l'adjoint au sport du 8e, parce que nous sommes dans l'arrondissement du 8e actuellement, mais j'ai pas eu de réponse. Est-ce que Lyon, selon toi, c'est une ville accessible? Parce que tu as un peu parcouru la France, si on peut dire ça comme ça. Alors, déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, comparons entre métropoles de taille importante. Je trouve que c'est plus accessible que l'Île-de-France, que Paris, où je me rends de temps en temps pour mes activités associatives. Mais depuis que les écolos sont arrivés au pouvoir lors des dernières municipales, on peut considérer que la situation s'est bien dégradée de part d'une kyrielle de chantiers de toutes sortes, gênant le déplacement urbain, avec des chantiers mal signalés, sans cheminement, obligeant à marcher sur la chaussée, et puis surtout sur l'avenue des Frères Lumière, l'avenue commerçante, obligation de commerce sur l'ensemble des rez-de-chaussée sur toute l'avenue, qui est la grande artère de mon quartier, mon plaisir. Ils ont pris la décision de restructurer l'avenue en mode doux et des grands trottoirs, et surtout depuis septembre, ils ont supprimé les feux tricolores sur 3 carrefours. En supprimant les feux tricolores, implicitement, ça supprime les répétiteurs de feux sonores. Et, ok, les répétiteurs de feux sonores, c'est du luxe, parce que c'est du carrefour en croix, feu sonore, enfin carrefour à feu, on applique les règles de locomotion, ça se traverse. Mais, sans feu de circulation, ils prétendent que les autos rouleront à 30 à l'heure, sauf que c'est pas vrai. Et donc, ça me met en risque et ça me met en danger. J'ai d'ailleurs écrit au procureur de la République un courrier recommandé, contresigné par ma sœur aînée, Anne, aussi non-voyante, et nous avons saisi le procureur sous le coup de la mise en danger de la vie d'autrui.
À l'heure actuelle, pas de réponse de la part du procureur. Et la mairie, comment a-t-elle réagi face à cette situation? Alors, Pierre-Marie Micheli, président de PVV Point de vue sur la ville, mais qui n'est plus président, qui habite également le secteur, lui s'occupe d'écrire aux élus par email. Il n'a pas reçu de réponse. Est-ce que vous êtes sûr que la mairie, parce qu'après il y a des prestataires qui interviennent, des prestataires extérieurs qui interviennent, est-ce qu'ils sont au courant, la mairie Bien sûr, bien sûr. Et ils font la sourde oreille, bien sûr. Et ils ne veulent pas revenir sur leur décision de la suppression des feux de circulation. Alors, il y a un petit bémol, une petite amélioration. En ce moment, ils font des travaux sur l'un des carrefours où ils ont mis un feu de travaux, mais on ne sait pas s'il sera permanent. Et en plus, le carrefour n'est pas complet, car le feu n'est actif que sur 3 branches de la croix. Qu'est-ce que vous attendez, vous trois, du procureur Nous attendons une injonction ordonnant à la métropole, parce que ça dépend de la métropole, c'est la voirie, ça dépend de la métropole, et de Bruno Bernard, son président. Le rétablissement des feux de circulation et des répétiteurs de feux sonores qui étaient présents. C'est ça qu'on veut. Et nous utiliserons tous les moyens que nous estimons honnêtes, raisonnables, responsables et légaux. Il n'y a pas du tout d'explication que... Sachant que une petite enfant de 4 ans s'est fait renverser par une automobile sur l'avenue, dans le secteur concerné. Alors, l'automobiliste était sans permis, sous le coup de produits stupéfiants et sans doute sans assurance. Sinon, c'est pas la panoplie complète. Alors, le feu de circulation n'aurait rien changé. Alors si, il y aurait eu un grillage de feu rouge en plus. Mais il y a eu cet incident. Et on est au courant. Nous avons une commerçante grande gueule sur les réseaux qui est de notre côté, que j'ai identifiée, je suis allé la voir, j'ai son numéro et en échange, on se coordonne. Elle a dénoncé, dès le premier conseil municipal où Grégory Doucet a proposé ce projet, parce que c'est un projet conjoint de la métropole et de la mairie centrale, elle a dénoncé. Le lendemain, elle s'est pris une plainte par Grégory Doucet. Et le Progrès, par son journaliste dont elle m'a donné le numéro, a fait plein d'articles. Et cette plainte, c'était pourquoi? C'était quel Je ne sais pas. C'est toujours comme ça, les travaux à Lyon? Ça dépend. Des travaux longs, en général, c'est bien géré. Les travaux courts qui vont durer la journée ou 2 jours, souvent les chantiers sont mal signalisés. Comment, toi, tu expliques, tu interprètes ce problème qui se pose quand il y a des courts chantiers? Comment, toi, tu l'interprètes? Est-ce que c'est un manque de vigilance? Comment tu juges? C'est un manque de sensibilisation des cœurs de métier, des artisans, des professionnels du bâtiment. S'ils étaient sensibilisés, ils auraient les réflexes, soit de demander les autorisations qui vont bien, soit de faire eux-mêmes, parce que c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre une planche en bois, de la mettre inclinée, on fait une petite planche, on fait un dévoiement, on fout une barrière, on interdit à l'auto de passer, et puis voilà, c'est pas si compliqué que ça si on veut faire les choses. Et c'est pas très cher, parce que de toute façon, les barrières, ils en ont. Ils doivent bien sécuriser les trucs. Donc la barrière, c'est très bien. Le trou qui est protégé par des barrières, c'est parfait. Le trou, quand je dis le trou, la tranchée, qui est protégée par de la rubalise, c'est pas pratique parce que c'est pas bon, parce que la canne va passer dessous. Si tu vas un peu vite, tu peux faire un vol plané et finir comme les cas dont j'ai entendu parler et que tu as listé, de les personnes qui sont tombées dans des tranchées ou dans des chambres de tirage d'orange. Dans ce cas, qu'aurait pu faire la mairie? Quel est le tort de la mairie dans cette histoire? Déjà, elle aurait dû écouter les riverains, les commerçants, faire ce qu'on appelle de la co-construction, parce que moi, je ne suis pas opposé à l'écologie. Si on fait de l'écologie correcte en faisant rimer avec le handicap, j'y suis pas opposé. Mais sauf que l'écologie faite par l'équipe de Grégory Doucet, c'est de l'écologie idéologique qui ne respecte pas du tout les riverains, qui n'écoute pas les riverains et qui ne s'allie pas avec le handicap, à l'heure actuelle. Est-ce que tu as beaucoup entendu parler de handicap dans cette campagne, d'accessibilité de handicap? Non, pas du tout. Pas du tout. J'en entends parler uniquement depuis que j'ai accédé à tes podcasts. Et donc non, j'en ai pas entendu parler. Comment tu interprètes, encore une fois, on fait beaucoup d'interprétations cet après-midi, comment tu interprètes ce manque d'intérêt ou ce manque de... Comment tu interprètes cette histoire? Alors, moi je pense que c'est une erreur. Parce que tu dis que 16% de la population est en situation de handicap. Donc ça veut dire, si on extrapole, 16% du corps électoral. C'est pas rien, 16%. C'est entre un cinquième et un sixième. Oui.
Ça peut faire l'élection, ça peut faire le changement. Les personnes handicapées et les jeunes en situation de handicap, je dis bien les jeunes en situation de handicap, pas handicapés, pas jeunes, les deux à la fois. Là, vu les discours qu'on leur tient, ils n'ont pas envie d'aller voter au municipal. Et si on continue à faire ça pour la jeunesse, il ne faudra pas s'étonner qu'on continue à avoir des taux d'abstention ultra élevés aux différentes élections, que ce soit locales, départementales, régionales, voire nationales. Si on veut que les gens participent, il faut leur parler. Il faut parler jeunesse. À ce moment-là, peut-être que les jeunes, peut-être qu'ils verront un espoir, peut-être qu'ils verront un optimisme, mais à l'heure actuelle, les lendemains ne chantent pas. Les lendemains ne chanteront pas. Et s'ils ne chantent pas, la jeunesse ne voit pas l'intérêt d'aller voter. Dans les débats politiques, dans les discours politiques, est-ce que, alors en tant que citoyen, ok, en tant que Français, en tant que Lyonnais, ok, mais est-ce que dans ces discours-là, dans ces prises de parole-là, en tant que personne en situation de handicap, est-ce que tu te sens inclus ? Non, je ne m'y retrouve pas. Je dirais pas exclu, mais je ne m'y retrouve pas dans leurs propos. Il n'y a rien sur le handicap. Finalement, donc, toi, l'état de la voirie, en dehors de ce que tu as signalé, c'est quelque chose, les feux, les problèmes de poubelles sur le trottoir. Les poubelles, parlons-en. Si elles sont bien rangées, j'ai pas de problème. Mais, sur la rue Villon, il y a des poubelles qui parfois sont mises sur les passages piétons, sur les bandes d'éveil de vigilance, notamment angle Saint-Fulbert-Villon. Je ne sais pas à quel numéro ça appartient. À quel immeuble appartiennent les poubelles. Mais régulièrement, j'en trouve 3-4 bacs, des bacs de 360 litres, tu sais, des très grosses poubelles, et je ne peux pas traverser normalement. Alors, j'aimerais savoir à qui elles appartiennent, mais c'est pas simple de savoir. Pour moi, aller voir les gens et leur dire gentiment, vos poubelles, vous irez les mettre ailleurs, s'il vous plaît. Parce que finalement, c'est un manque de civisme aussi. Parce c'est un manque de civisme, je suis d'accord. Et il faut faire de la conception universelle. Parce qu'on décide dès qu'on construit, dès qu'on le fait. De la conception universelle, alors ça coûte un peu plus, mais ça coûte beaucoup moins cher que de rajouter et de faire de l'accessibilité sur de l'existant, sur lequel on a mal réfléchi, on a mal conçu et on a fait n'importe quoi à la base. Sans oublier aussi, on n'en parle pas souvent, mais les accidents de la route, de la voirie, qui surviennent à des personnes parce qu'il y a telle ou telle chose auxquelles on n'a pas fait attention. Je ne parlerai pas de manque d'attention, parce que dans les cas que tu as cités, il y a eu des alertes, et quand on ne réagit pas à une alerte, ça en devient limite criminel. Et s'il y a un accident, c'est pas parce qu'on n'a pas pensé. Ne pas penser, c'est avoir fait un truc, il s'avère que c'est pas accessible. Et si on prévient en disant « Attention, là, votre tranchée, elle n'est pas correctement sécurisée », et il y a un risque que la personne tombe dans la chambre de tirage de la fibre optique. Bon, ça, c'est une alerte. Si on ne fait rien pour l'alerte et qu'un envoyant, respectant les règles de locomotion et se déplaçant à une vitesse raisonnable, vient à chuter dans la chambre de tirage, là, c'est pas de l'accessibilité, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui, alors que vous avez été prévenu. Je pense qu'il faut créer une nouvelle CK, Communauté européenne du changement climatique et de l'accessibilité numérique et conception universelle. Pourquoi ? Parce que l'accessibilité numérique, accessibilité des personnes handicapées est un sujet majeur de société, et l'associer au changement climatique permettra de bien l'associer à toute la société, parce que le changement climatique est un thème qui est déjà très bien passé, et que la jeunesse et que la génération suivante a déjà pris à cœur. Donc si on lie les deux, c'est une façon de faire très bien passer le handicap, mieux que ce qu'on fait actuellement. Qu'est-ce que tu attends de la prochaine municipalité, de la prochaine équipe qui va diriger cette ville à partir du 22 mars ? J'attends que les chantiers diminuent dans la ville, qu'on fasse des transports parfaitement bons, accessibles, avant de virer des autos, parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas le choix. Il y a des gens, vu leur situation de handicap, vu les situations qu'ils ont, ils seront toujours obligés d'accéder en auto à la presqu'île. Donc, il faut arrêter cette ZTL, il faut arrêter cette ZFE. Alors d'accord, c'est bien pour l'écologie, c'est bien pour le climat de diminuer les autos, mais il faut le faire de façon intelligente et toujours en respectant la co-construction, en écoutant les riverains, les utilisateurs et toutes les parties prenantes. Sinon, on continuera d'aller dans le mur, qui que ce soit qui soit élu le 22 mars. Merci beaucoup Pierre, lyonnais, mécontent. Disons peu content. Voilà.
Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. C'est dans cette grande salle du théâtre de l'Odéon que nous retrouvons le candidat maire et son équipe. Grégory Doucet salue les journalistes et s'installe en retrait. Il ne prendra pas la parole aujourd'hui pour présenter son bilan et annoncer ses propositions pour le handicap à Lyon. Il laisse volontiers la parole à ses adjointes en charge du handicap. L'ensemble des politiques publiques, que ce soit la question du logement, Audrey Enoch est en fauteuil roulant. La question de la scolarisation ou des espaces publics doivent être pensés pour que toutes les personnes, quel que soit leur handicap potentiel, puissent participer. Et le fait d'avoir plus d'élus en situation de handicap permet de faire mieux. Si on n'a pas de personnes en situation de handicap visuel, malvoyants ou non-voyants, à la commission communale d'accessibilité ou dans la convention citoyenne de personnes handicapées, le sujet peut être malheureusement oublié. Même si c'est une obligation réglementaire depuis la loi de 2005, on sait bien qu'en France, et y compris à Lyon, il y a des manques dans la formation des techniciens, de ceux qui font la voirie ou les bâtiments publics ou privés. Et donc, nous, on va améliorer la formation de tous ces techniciens, des agents et également des élus pour qu'ils connaissent bien les questions d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées. Et le fait d'avoir aussi plus de personnes handicapées qui sont dans la décision évitera qu'on puisse faire des choses en oubliant la question du handicap. Est-ce que vous pouvez rappeler le bilan que vous avez dressé tout à l'heure au micro concernant votre bilan en matière d'accessibilité de la voirie et de l'espace public notamment? Et puis je vais vous poser la deuxième question après. Alors, depuis 2020, évidemment, l'équipe de Grégory Doucet est très concernée par la question du handicap et on a beaucoup amélioré l'accessibilité des établissements recevant du public. Alors que depuis 2015, 100% des ERP auraient dû être accessibles. Quand on a été élu en 2020, c'était que 11% qui est accessible et avec plusieurs millions d'euros de travaux, on a pu atteindre plus de 50% de RP accessibles. C'est des choses très concrètes comme par exemple le musée de l'imprimerie et de la communication graphique qui est un bâtiment Renaissance complètement inaccessible pour lequel on a lancé des travaux très importants et qui va réouvrir dans un an en étant accessible à tous les handicaps. Voilà, donc on a fait déjà une partie du chemin. On aurait aimé arriver déjà à 100% en 2026, mais c'était pas possible. Par contre, on s'engage à redoubler encore cet effort pour avoir 100% des ERP qui soient accessibles en 2032. Vous avez effectivement, il y a un encouragement pour les personnes en situation de handicap à rejoindre la politique, en gros le champ de l'action, si on veut. Mais avec les derniers événements à Lyon, peut-être pas nécessaire de les rappeler, est-ce que le champ politique est accessible à des personnes en situation de handicap? Justement, raison de plus quand on a comme actuellement une montée des conservatismes, de l'autoritarisme, voire même de certains mouvements fascistes, on peut le dire, comme ça a été le cas autour de la manifestation pour le décès de Quentin de Ranc sur Lyon, de rappeler l'importance d'avoir des personnes qui sont différentes, qui s'impliquent en politique, qui sont présents et qui mettent en avant leur point de vue. Enfin, je rappelle quand même que les mouvements d'extrême droite et le mouvement fasciste autour de la Deuxième Guerre mondiale prônaient l'eugénisme et apportaient le projet P4 qui a exterminé plus de 40 000 personnes en situation de handicap. Et donc aujourd'hui, c'est important justement d'affirmer que nous sommes une municipalité antivalidiste et qu'on refuse toute discrimination, que ce soit liée à la couleur de la peau, au sexe, aux orientations ou également à la situation de santé ou du handicap. Manon Doyel est en fauteuil roulant et atteinte d'une maladie orpheline. C'est 1000 logements par an avec des aides qui sont bien sûr supplémentaires aux aides qui sont déjà existantes. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des logements qui soient plus accessibles, que ce soit pour la population vieillissante, pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, et qui soient à proximité aussi des services, que ce soit du service public, que ce soit des services de proximité, des commerces, etc. Et bien sûr, à proximité des lignes de transport. Donc ça, c'est surtout pour le logement. Et puis bien sûr, donc, vous le savez, on a des gros programmes de réhabilitation urbaine, que ce soit à la Duchère, à Paris, à Mermoz, peu importe. Mais évidemment, que ce soit dans la réhabilitation des logements ou dans la construction de nouveaux logements, c'est d'intégrer ces normes et puis c'est d'aller même au-delà du réglementaire, là où on le peut.
Donc ça, c'est pour l'aménagement, vraiment, on va dire, des logements. C'est une des mesures comme celle notamment du bail pour être propriétaire de son logement, c'est aussi la possibilité de pouvoir avoir un logement qui est plus adapté. Lorsque l'on n'est pas locataire, on peut engager aussi certains travaux qui sont plus conséquents. Donc ce ne sont pas des mesures qui sont directement destinées aux personnes qui sont en situation de handicap, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au final, dans ces mesures, à partir du moment où elles deviennent structurelles et où on intègre la question de l'accessibilité de façon plus universelle, on finit par avoir des mesures qui, dans tous les cas, vont concerner aussi les personnes qui sont en situation de handicap et donc de ne pas avoir des budgets qui sont spécifiquement dédiés que à ces questions-là, mais d'intégrer ces problématiques. Lorsque l'on a, par exemple, une ligne de tramway qui ne nécessite pas un ascenseur, ce sont des coûts réduits. Lorsque l'on envisage dès le départ qu'un immeuble peut être accessible, eh bien, c'est des coûts de démolition ou bien de rampe d'accès, etc., de changement de boutons de porte-palière, de choses comme ça qui ne seront pas à faire. Donc finalement, avoir une meilleure représentativité du handicap, avoir une meilleure formation des agents et bien sûr une formation et une sensibilisation des élus, c'est pouvoir prendre en considération ces problématiques de l'accessibilité au moment où on crée à la fois un logement, une ligne de transport, un aménagement urbain, et c'est donc de pouvoir le réfléchir à sa jeunesse et pas pallier ensuite avec des coûts supplémentaires. Et des délais, évidemment. Vous avez parlé de handicap invisible, justement. Comment peut-on concevoir l'accessibilité pour une personne, par exemple, qui serait malentendante ou muette ? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans la façon de concevoir, de penser les choses ? Alors peut-être sur les mobilités déjà, puisque pour les personnes qui sont notamment atteintes de handicap sensoriel, une des problématiques c'est celle de la sécurité. On le voit avec notamment le poteau tactile qui est absolument nécessaire, avec certains cheminements qui sont indispensables pour une personne qui serait non-voyante ou malvoyante. Et notamment, là, nous on a la compétence avec le Citral sur le transport, donc évidemment vous voyez bien c'est ce poteau tactile, les porte-palières par exemple qui viendront sur le métro A, ce sont des aides supplémentaires pour éviter potentiellement des accidents qui peuvent être assez dramatiques. Donc avant même le confort ou avant même une certaine accessibilité, c'est déjà là aussi de préserver la vie des personnes finalement et leur sécurité. On refait beaucoup de voiries actuellement, notamment les voies lyonnaises, certaines routes qui doivent être réaménagées. Eh bien, c'est aussi d'intégrer dès le départ des dispositifs sonores, notamment sur les feux tricolores. Et puis après, c'est une nouvelle signalétique finalement. À partir du moment où on refait une rame, par exemple, à partir du moment où on remet en état une station de transport, eh bien, c'est de pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir des bornes sonores dans tous les trams à horizon 2030, par exemple, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, c'est bien sûr, de prévoir aussi du confort avec la climatisation, etc. Ce sont des choses qui, d'ailleurs, aussi, lorsque l'on est en fauteuil en pleine canicule, on est très satisfait d'avoir la climatisation, mais c'est aussi de pouvoir rendre accessible le service plus facilement. Donc ça passe par ce genre de choses et puis ça passe aussi beaucoup par la formation des personnes, notamment sur le numérique, puisque aujourd'hui beaucoup d'aides sont des aides numériques, finalement, que ce soit notamment pour les personnes non-voyantes ou les personnes malentendantes. Et donc c'est d'avoir des applications, c'est d'avoir un site qui soit accessible. Ces problématiques, nous on le voit même là dans la campagne, d'avoir des documents qui soient potentiellement en français facile à lire et comprendre, ou à minima avec des couleurs qui soient suffisamment tranchées pour une personne qui serait malvoyante. Ces choses-là, finalement, elles doivent infuser et elles doivent se voir systématiquement dans tous les projets qui sont menés. Et puis peut-être juste, j'aimerais insister sur les handicaps psychiques également, que l'on oublie trop souvent. Le fait d'avoir moins de publicité, par exemple, le fait d'avoir des stations qui sont apaisées dans les transports pour les personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme, par exemple, ce sont des choses qui sont importantes. Le calme, la sérénité, savoir facilement se déplacer, trouver une signalétique qui est plus adaptée avec des codes couleurs, par exemple. Dans mon entourage très proche, j'ai une personne qui est concernée. C'est vrai que c'est toujours difficile de pouvoir lui dire tu vas prendre telle ou telle voie, elle ne peut pas lire la signalétique standard, donc il faut trouver des photos, il faut trouver des astuces qui lui permettent de mieux se déplacer, et donc avoir des codes couleurs, avoir une signalétique qui est plus facile d'accès, ça c'est quelque chose qui est très important et qui rend l'autonomie aux personnes.
Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Au menu de ces prochains jours, Strasbourg, Paris, Nantes, etc. À très vite. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.